Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième édition de deuxième conférence digitale Ready for It, l'événement de la communauté IT. Je suis Florence Pubaro, directrice des contenus et de la communication de Ready for It, et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée d'une heure environ avec plusieurs experts de l'IT et de la DSI pour le sujet que nous allons traiter ce soir, quelle tendance IT pour les organisations. Alors avant de commencer, je voudrais remercier notre partenaire média, IT for Business, qui nous accueille dans son studio pour cette conférence. Pour traiter de notre sujet, plusieurs temps forts, plusieurs experts. Nous allons avoir plusieurs sujets sur cette tendance 2021 de l'IT. Vous aurez la possibilité de poser des questions à chacun des intervenants via notre chat qui s'affiche en principe à droite de votre écran. Et nous allons également avoir un certain nombre de sondages pendant notre conversation, appelons ça comme ça, notre conférence. Et nous vous invitons à participer à ce sondage parce que ça permet aussi d'animer la soirée. Alors, lors de notre précédente conférence digitale, nous avons vu comment 2020 avait rebattu un certain nombre de cartes pour les organisations et notamment pour les DSI. On a eu cet historique, cette expérience de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé l'année dernière, ces derniers mois, pour les mois à venir, peut-être les années même à venir? Comment s'engage 2021? Quelles sont les priorités? Sont ces thèmes sur lesquels nous allons revenir, nous allons débattre avec nos intervenants. Pour commencer, j'accueille Malika Pastor, qui est DSIN de Colliers. Alors DSIN, c'est important parce que c'est directrice des systèmes d'information et du numérique. Le N est important. Et Thomas Husson, qui est principal analyste de Forrester Research. Bonsoir à tous les deux, je suis ravie de vous accueillir sur notre plateau. Malika, je vais commencer par toi. Peut-être un petit retour, une posture du DSI sur 2021. J'ai dit il y a eu beaucoup d'enseignements en 2020. Donc comment s'engage 2021? Et puis on peut voir aussi un peu sur l'avenir, puisque maintenant on parle de 2022, 2023, 2024 dans beaucoup de professions. Est-ce qu'il en est aussi de même? Est-ce qu'on voit aussi loin pour la DSI? Alors, il est vrai que j'allais dire, toute transformation technologique induit fortement des transformations dans l'entreprise. Et ce changement, comme tu le dis, ne peut être court-termiste. Donc, suite à des contacts réguliers que j'ai auprès de C-Tech Levels, qu'ils soient CDO, CIO, CTO ou CISO, de différentes organisations publiques ou privées, j'ai constaté que finalement, tout n'était pas objet à transformer, mais également à optimiser. Et pour ce faire, je pense que le DSI doit se mettre en posture bimodale, digital ready. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Oui, parce que ça fait beaucoup d'anglicisme Voilà. en 3-4 phrases. Bon, tout à fait. Donc, en fait, il doit se mettre à la fois dans deux modes qui sont complémentaires et simultanés. Le premier sur l'optimisation, donc sur un mode run et gros, pour en fait garantir l'excellence opérationnelle et également pouvoir être adaptable en cas de besoin rapide de la part de l'entreprise. Alors, un axe fort, c'est le premier, qui est de balayer le superflu pour revenir à l'essentiel. Donc, on sait très bien que lors de la pandémie, beaucoup de DSI ont tiré enseignement d'une infrastructure traditionnelle, technique, limitative, et ont opté nécessairement pour une migration vers le cloud. Par ailleurs, la majorité des entreprises ont aujourd'hui une infrastructure mixte. Donc, c'est l'avènement du cloud computing pour répondre à l'équation finalement d'immédiateté, de mobilité, de simplicité, voilà, et d'agilité également. Et puis, j'allais dire, plus on ouvre et plus on étend son écosystème SI, il est quand même important de faire attention à l'aspect de la sécurité périmétrique, qui est un risque grandissant, en particulier les données, qui sont la matière première du cyberespace. Donc, une fois que le socle technologique a été, j'allais dire, obtenu, il convient de réviser ensuite ses briques technologiques, ses briques applicatives, plus particulièrement son architecture de données, et donc de faire en sorte de pouvoir finalement créer de la valeur en les interconnectant du moment où elles sont bien entendu interopérables. Alors, pour ce faire, il faut maximiser son écosystème SI. En applicatif, en plateformisation et en intégrant des API, voilà, donc des application
programming interface, encore un mot anglicisme, ou alors interface de programmation d'application. Voilà, ce qui va permettre en fait ainsi de générer une chaîne de valeur opérationnelle, informationnelle, et puis voilà, d'en tirer en fait toute une orchestration d'un ensemble. Le deuxième axe en termes d'optimisation, j'allais dire pour la DSI, c'est de pouvoir améliorer la productivité, les revenus et surtout la performance globale. Voilà. Alors, je me fais un petit peu une aparté personnelle, parce qu'à l'ère du digital, je trouve que finalement, pour faire la différence en termes de compétitivité, il y a un élément fort. Alors, je reviens encore sur un mot anglicisme, the speed of change. C'est-à-dire, c'est la rapidité, la vitesse à laquelle on va exécuter cette stratégie. Voilà, ça, c'est quand même très important. Et d'ailleurs, la digitalisation des processus y participe fortement. Nous y reviendrons voilà, tout à l'heure avec quelques instants. quelques instants dans la deuxième partie. Mm. Juste pour revenir sur cette optimisation, tu as dit très justement, on n'est pas obligé de tout transformer, de tout changer. Il faut aussi optimiser. On a un petit côté green aussi, on y pense aussi derrière. Tout à fait. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas obligé d'acheter beaucoup, d'empiler. C'est aussi un des problèmes des DSI aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de solutions parce que tout est numérique, parce qu'on accumule un peu, mais il faut aussi penser, dans cette pensée à optimiser, c'est aussi un petit peu vertueux quand même. Enfin, on est dans cette démarche d'un peu plus de sobriété numérique. Exactement. Mais je pense, pour justement les échanges que j'ai au sein des communautés, que malheureusement, il y a eu un petit peu un emportement, un tsunami d'innovation, une consumérisation numérique qui s'est effectuée l'année dernière. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment important de pouvoir œuvrer finalement pour un monde numérique, j'allais dire entre guillemets sobre. Et le DSI a sa part de responsabilité, en effet, particulièrement sur le cycle de vie des produits et des services numériques. Par ailleurs, je vous invite à lire La sobriété numérique. C'est un rapport du SIGREF sur lequel j'ai eu l'opportunité de travailler sur 2 sessions et qui est justement orienté pour tous ces profils C-Tech Levels afin de pouvoir mettre en marche avec finalement des pratiques somme toute assez basiques, une certaine sobriété numérique. Voilà. Alors, on va lancer un sondage, puisque en fait, justement, on est dans cette question, plutôt optimisation ou transformation. Donc, on vous propose un sondage vous-même. Est-ce que vous êtes plutôt dans un mode d'optimisation ou plutôt dans un mode de transformation à la lueur de ce qui s'est passé ces derniers mois? Peut-être, Thomas, peut-être pour rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Malika pendant que le sondage tourne comme ça. Oui, moi je serais curieux de voir les résultats du sondage, effectivement, parce que pour moi on est évidemment dans une transformation d'ampleur. On a quand même basculé en quelques semaines pour certaines entreprises sur des migrations vers le cloud, des projets, des transformations d'ampleur qui étaient là déjà avant, mais que la crise a drastiquement accéléré. On va parler du télétravail tout à l'heure, mais ça change fondamentalement la donne, la façon de travailler, d'opérer. Donc oui, il y a la partie, j'ai envie de dire, optimisation de l'IT au service de l'entreprise, et on sait que les investissements sont un peu tendus, donc il faut... voilà, il y a des problématiques de coûts évidentes, mais pour le reste, l'IT, entre guillemets, le DSI, et moi j'ai cette perspective-là chez Forrester, puisque je suis plutôt côté métier, l'IT doit être de plus en plus au service des métiers pour justement partager des KPI qui sont ceux de l'entreprise. On parlait de croissance des revenus, il n'y a pas que la réduction des coûts, c'est surtout aussi l'amélioration de l'expérience client, et c'est beaucoup dans le cadre du télétravail aujourd'hui, l'amélioration de l'expérience collaborateur, pour derrière, au final, voilà, il y a énormément d'enjeux pour les directions métiers, les directions marketing, dont la priorité va être des sujets de martech, d'adtech, de data, on en parlait tout à l'heure, la personnalisation. Et donc, on est sur une accélération fulgurante de la digitalisation, de l'automatisation, avec un certain retard français, notamment sur le cloud. Donc, moi, je pense que ceux qui ressortiront de la crise sont ceux qui auront investi dans les bonnes technologies et qui auront pivoté pour être justement plus agile, et qu'il y a pas mal d'entreprises qui, malheureusement, ne sortiront pas de la crise si elles ne pivotent pas rapidement. Donc, je serais surpris qu'on soit que dans l'optimisation. On attend, j'attends les résultats. Justement,
Malika, tu travailles dans une grande entreprise internationale canadienne, hein, si je ne me trompe Oui. pas. Est-ce que par rapport à ce que dit Thomas, en plus, tu travailles avec les grandes entreprises françaises, tu parlais du SIGREF, Mm. est-ce que tu vois ces différences entre entreprises françaises et grandes entreprises internationales? Est-ce que nos grandes entreprises françaises internationales ont fait ce pas rapidement? Est-ce que tu vois aussi ces différences au sein Moi, je trouve qu'il y a un équilibre. En effet, si je regarde la composante dans le groupe North America et EMEA, on est dans un équilibre en termes d'optimisation ou de sujets de transformation. Par ailleurs, il faut savoir que les dépenses européennes qui sont prévues pour 2021 sont de l'ordre de 1075 milliards de dollars. Donc, une croissance de 2,8% cette année, comparativement à 2% qui est la moyenne mondiale. Donc, je pense qu'en Europe, on n'est pas vraiment en retard sur tous ces enjeux de transformation. Et c'est vrai que les investissements dans la technologie sont fondamentaux, aussi bien pour gagner en ROI, pour le passage à l'échelle, et aussi pour assurer la résilience future. Bon, alors, c'est bien parce que j'ai l'impression d'être dans une soirée électorale. On me dit, attends, ça monte. Donc, alors, je vais quand même donner les tendances et puis on affichera peut-être le résultat. Ouais, alors, on était à 82% pour la transformation et 18% pour l'optimisation. Donc, on voit, bon, vraiment par rapport à ce que tu viens de dire, Thomas, on a vu que quand même, je pense que malheureusement, 2020 il y aura une année, enfin, ce sera une année charnière, bon, pour plein de raisons, mais je pense que dans la technologie, il y aura eu avant et après 2020. Hein. On est d'accord, là, je pense que là, vous accordez sur ce plan-là. On va voir s'il y a d'autres réponses et si ça fait bouger les choses, mais enfin, par rapport aux premiers chiffres, on était à peu près, on n'est pas très très loin. Je voudrais revenir par rapport à ce que Thomas, tu as parlé bien sûr de transformation dans les modes de travail, dans les process. On a parlé de la digitalisation des processus. Ça, c'est très important. Vous l'avez noté tous les deux. Peut-être Je me permets. Malika pour commencer. Allez-y. Bon, alors toujours sur les enjeux de Green IT, ce que je valorise dans la digitalisation des processus, c'est avant toute chose que c'est un impact positif en termes environnementaux, il faut quand même pas se le cacher. Et j'allais dire, la digitalisation des processus est basée sur 3 composantes qui sont la dématérialisation, la désintermédiation et l'automatisation. Voilà. Donc la dématérialisation, basiquement, bon nombre d'entreprises ont déjà mis en route ce processus-là, cette composante-là, pour, j'allais dire, transformer leur flux documentaire en numérique, avec des solutions de GED, de gestion électronique de documents, associées à des composantes comme la signature électronique. Pour reprendre une métrique de Forrester, d'ailleurs, la signature électronique a pris 25% de part de marché l'année dernière. Donc, il y a quand même une forte croissance. Oui, mais c'est ça qui est dingue, parce que la GED, enfin, on appelait ça la GED, Ouais. ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on en parle. Tout à fait. Moi, je me souviens d'aller sur des événements où, dans les années, début des années 2000, on parlait de GED, on pensait que ça allait sortir, et puis après, il y a eu la signature électronique, tout ça, c'est venu doucement, et puis l'année dernière, coup d'accélération. Ouais. Ah oui, parce que très simplement, ça permet en fait toutes ces solutions innovantes de faire disparaître les contraintes physiques, temporelles. Il est vrai, moi c'est ce que je dis, en fait il faut pouvoir en tant que DSI répondre finalement aux besoins de l'entreprise, mais aussi aux contraintes et aux attentes de nos clients dans un cadre de remote business, parce qu'aujourd'hui finalement tout le business continue à se faire en distanciel, donc il faut pouvoir apporter des solutions qui permettent donc d'adresser ces demandes-là. Voilà. Thomas, par rapport à ces... Oui, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup le phénomène distanciel qui a accéléré ça, pour la signature électronique notamment. Tous les process papier, les archives, ça crée aussi des ruptures dans l'expérience client au final. On le voit, ne serait-ce que dans la souscription d'un prêt bancaire, par exemple. Il y a encore beaucoup de papier, de paperasse, et il y a beaucoup d'univers et de métiers où il y a ça. Il y a beaucoup de contrats à gérer, beaucoup d'archives. Donc tout ça s'accélère. Après, il y a plein de technologies disponibles et on a tendance un peu trop souvent à partir sur la technologie. On parle beaucoup de RPA, Robotic Process Automation. Et oui, il y a plein de use cases possibles, mais avant d'automatiser, avant de robotiser, il faut simplifier. Parce que si on automatise un process qui est trop complexe ou qui n'est pas suffisamment numérisé, on va droit dans le mur.
et j'ai plein d'exemples en tête sur des call centers où voilà, on voit des pics d'appels et donc on se dit, ah bah tiens, on va mettre un chatbot pour le gérer. Oui, c'est bien, mais sauf que si les gens appellent parce qu'ils ne trouvent pas d'informations sur le site, il faut peut-être déjà repenser le site ou l'application mobile en elle-même. Et il y a des tas de use cases comme ça où on se dit, tiens, la RPA notamment, parce qu'on en parle beaucoup, ça va me permettre de faire des économies de coûts. C'est vrai, et c'est un enjeu aujourd'hui, mais pas que, parce que si on injecte que cette dimension-là et qu'on ne prend pas en compte à la fois l'expérience du client final et l'expérience du collaborateur, qui au final, c'est là pour finalement automatiser des tâches qui sont assez basiques, assez simples, des copier-coller d'une interface à un autre, par exemple, qui prennent du temps, qui ne sont pas particulièrement valorisantes, eh ben on fait une erreur. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette importance d'avoir une pluridisciplinarité et de ne pas penser simplement réduction des coûts, mais de réellement penser sur l'amélioration du parcours et comment le numérique s'installe là-dessus. Donc c'est toute cette digitalisation des processus et ensuite leur automatisation, elle doit s'inscrire dans des parcours clients et dans des parcours collaborateurs. Sinon, ça n'a pas de sens de transformer. Et puis, il faut beaucoup accompagner autour de ces processus. Parce qu'on a vu, et je pense qu'on va en parler dans un instant, toute cette bascule vers le cloud et vers l'automatisation, tous ces outils qu'on met à disposition des collaborateurs. Dans le cadre du contexte actuel, on est sur une logique de change management, c'est des changements profonds. Et si on met en place ces outils, la majorité des collaborateurs ne vont utiliser que 20% des fonctionnalités de l'outil. C'est la fameuse loi de Pareto. Et si on ne pense pas ces changements dans l'organisation, avec les RH, l'outil, finalement, il est totalement inexploité. Et on le voit avec tous ces projets de déploiement, de CRM, de Salesforce, etc. Ces outils sont inexploités si on ne change pas tout ce qui va autour. Et ça, donc la DSI, et merci de donner la transition pour le deuxième point qu'on souhaitait aborder. Justement, la DSI a un rôle fondamental dans cet accompagnement. Bien sûr, les RH, tu le rappelais, mais la DSI aussi, Tout à dans fait. cet accompagnement, dans ce changement culturel. Alors, je rejoins Thomas sur le propos d'acculturation du collaborateur. C'est essentiel, c'est la finalité d'ailleurs de la mise en œuvre ou en place d'une solution. Et je trouve qu'il est important et opportun également de se concentrer plus sur les usages que sur les moyens aujourd'hui. Alors, je voulais juste revenir sur tout à l'heure la posture bimodale. C'est pas optimiser ou transformer, oui, c'est les deux en simultané. On a compris Voilà. que c'était pas optimisé. Voilà. Et donc, justement, pour en venir en parallèle de l'optimisation sur le cas de transformer, dans ce cas de figure, le DSI doit se mettre, j'allais dire, en mode change et repeat pour finalement anticiper, susciter l'innovation et capitaliser sur la veille technologique. Alors, très simplement, on est aujourd'hui dans une tendance d'alliance, de collaboration interne-externe. Et là, le DSI, en tant que business partner, a un rôle à jouer pour créer des synergies à l'interne et aussi des partenariats avec des sociétés innovantes à l'externe. Voilà. Soit des startups. Voilà, des startups, entre autres. J'ai une question pour toi sur la DSI bimodale, justement. Deux modes de management de la donnée. Devons-nous concilier les SI ou les garder séparés? L'architecture de données, Oui. elle repose sur l'architecture, j'allais dire, les fondations, donc l'architecture réseau, l'infrastructure, etc. Donc, alors la séparer, ça dépend ce qui est sous-entendu dans cette question. Est-ce que ça veut dire qu'on doit garder des données on-premise et les mettre d'autres dans le cloud hybride? Pour ma part, chez Colliers, on a fait le choix, tout ce qui était au niveau de la donnée sensible, de les garder dans un cloud privé. Voilà, voilà, exactement. Donc tout ce qui est données sensibles, il faut pouvoir, j'allais dire, analyser la criticité de la donnée de prime abord avant d'opérer sur ces changements de cloud et savoir où on va stocker, ou archiver la donnée. Je voudrais juste revenir sur un point par rapport au rôle de la DSI. Bien sûr, il faut avoir des KPI pour mesurer, des métriques communs, Ouais. un langage commun aussi. Alors, un langage qu'on puisse se parler, que les métiers et la DSI puissent oui, se parler. alors en effet, pour pouvoir se parler au mieux, comme je disais, autour finalement d'une démarche d'expérimentation technologique et d'innovation participative, le DSI a un rôle à jouer pour finalement identifier avec les métiers des use cases, faire des benchmarks, des business use cases, et puis également, j'allais dire,
porter, généraliser les méthodes agiles, parce que qui dit nouvelle technologie dit indéniablement de nouvelles méthodologies, de nouvelles pratiques de travail. Et donc, voilà, donc la DSI doit accompagner à ce moment-là les métiers. Et puis, j'allais dire, en dernier point également, valoriser, démontrer la valeur justement de ce use case auprès de l'entreprise par des proof of concept, des proof of value, de proof of business. Hein. Et ce mode d'open innovation, finalement, est favorisé dans l'entreprise du moment où on dispose d'un knowledge lab ou d'une digital factory. Typiquement, chez Colliers, on a des knowledge labs, entre autres. Voilà. Et pour répondre à ta question sur les KPI, parce que c'est vrai, je vais succinctement revenir là-dessus, j'allais dire, il est important de manière régulière d'aller finalement sonder ce succès de transformation digitale, qui se veut expérientiel, à l'aide de sondages, d'enquêtes de satisfaction, mais aussi sur la base de rapports, de tableaux de bord, et puis exploiter, j'allais dire, ces KPIs, à la fois pour s'améliorer, et d'une part, et d'autre part aussi pour valoriser finalement le retour d'investissement à l'interne. D'accord. Alors, j'ai une question, et après on va passer à la troisième partie. DSI bimodal, le CDO dans l'équipe de la DSI? Oui. Oui. Moi, je valide complètement. D'accord. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant la troisième partie. On a parlé de l'expérience de collaborateur, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'expérience collaborateur, elle s'est enrichie considérablement aussi pendant cette année 2020. Tu rappelais, Thomas, que les entreprises, les RH notamment, ont récupéré, alors c'est un des aspects, récupéré beaucoup de données sur les collaborateurs. Donc on a voulu savoir si les collaborateurs supportaient le télétravail, comment ça se passait, comment ils se connectaient. Donc beaucoup de données. Comment tout ça, ça a fait aussi évoluer. Ça peut donner aussi peut-être ça permet d'envisager comment la DSI va pouvoir s'organiser, mettre les outils à disposition dans les mois à venir. Mais oui, effectivement, il y a eu plus d'études dites Pulse, où on va prendre le pouls régulièrement dans différentes entités de l'état d'esprit des collaborateurs. Mais on en est, j'ai envie de dire, au balbutiement. Il y a souvent des enquêtes annuelles qui sont faites dans les entreprises, qui sont des enquêtes assez lourdes sur la perception de l'employé, mais on mesure assez mal l'engagement collaborateur. Si on parle de personnalisation de la donnée client, ça paraît évident à tout le monde. Personnalisation de la donnée employé et collaborateur, déjà beaucoup moins. Il y a assez peu d'entreprises qui sont matures dans ces domaines-là. Or, c'est un enjeu critique parce que c'est presque, j'ai envie de dire, le nouvel avantage concurrentiel. On voit qu'il y a une corrélation très forte entre les entreprises qui délivrent une bonne expérience collaborateur, celles qui délivrent une bonne expérience client et la performance au final de l'entreprise. Elles sont davantage en croissance que les autres. Donc c'est un enjeu critique, surtout qu'on est, faut quand même pas l'oublier, dans une bascule assez profonde de l'organisation des entreprises. On va, avec la crise, le phénomène s'accélère, mais on va, j'ai envie de dire, enfin rentrer dans le 21e siècle et dans des entreprises adaptées au digital. Non, mais vraiment, il y a beaucoup d'organisations encore, et c'est vrai en France, assez hiérarchiques, pyramidales, on parle beaucoup de bienveillance, de confiance. Oui, mais pas que. Et pour mettre ça en place, il faut changer un peu les états d'esprit et s'assurer pas simplement que les collaborateurs sont productifs, ils veulent aussi du sens. On le voit beaucoup dans ces problématiques d'entreprise à mission. Au-delà de ça, il faut être motivé par son travail pour donner le meilleur de soi. Et ces problématiques-là, elles sont pas beaucoup prises en compte. Elles le sont de plus en plus, mais pas suffisamment. Et je pense que c'est finalement le nerf de la guerre. C'est ça qui fait que le collaborateur va pouvoir s'épanouir dans son travail. Donc il faut qu'il ait les bons outils, donc il faut qu'il y ait cette acculturation dont on parlait, qu'il y ait le changement de processus qui vont autour des outils, qu'il y ait de la formation et qui permet d'être effectivement productif, on fait son job, mais au-delà de ça, je pense que le DSI a effectivement, tout comme la DRH, et aussi les équipes marketing, doivent vraiment travailler de concert pour donner ce sens et finalement aller transformer l'expérience collaborateur pour qu'il y ait plus d'engagement.
Et c'est ça qui participe de... On est sur un pivot. Les entreprises sont en train de repenser leurs organisations. On prévoit, nous, que sur l'année qui vient, 60 à 70% des entreprises vont aller sur un mode flex hybride, Mhm. selon les entreprises, 1, 2, 3 jours de télétravail. Mais Télétravail. ça change fondamentalement Ouais. la culture de l'entreprise qui est centrée sur le bureau. Surtout en France. Surtout Surtout en en Europe France du et Sud. surtout dans les pays latins. Ouais. Alors, avant de laisser la parole à Malika, je vais lancer un autre sondage et on va voir justement comment nos auditeurs ont vécu aussi cette période. Est-ce que la crise donc, qui a induit le télétravail a-t-il eu des conséquences technologiques sur votre entreprise? Donc, est-ce que ça a été une véritable révolution pour la DSI en termes de process, d'organisation, de relations avec les prestataires? Est-ce que ça a été surtout matériel et interne, achat massif d'ordinateurs, comme on l'a cité pour certaines entreprises, mise en place de VPN, contractualisation accélérée dans le cloud, à la marge, bon, quelques collaborateurs à équiper ou pas du tout? Alors, on lance le sondage et Malika, je voudrais que tu réagis justement par rapport à cette expérience collaborateur. Mm. Comment toi, tu l'as vécu aussi en interne avec tes équipes et avec les collaborateurs en général? Alors, j'ai plusieurs réactions sur, sur ce sujet, en fait, sur ce point. Le premier, c'est que je pense que quel que soit le projet de transformation, l'humain doit rester au cœur des préoccupations, voire même le socle fondateur. Tout ce que l'on fait, on doit le faire avec l'humain, donc avec un focus particulier sur le collaborateur, le collaboratif au sens large, et puis aussi un focus client, donc pour l'humain, j'allais dire, la technologie au service de l'homo numericus. C'est l'humain d'abord, la technologie ensuite. Voilà. Il est vrai que on a vécu des contextes de mutation profonde, hein, que ce soit les modes ou les lieux de travail. Là, je vais faire un petit peu de publicité pour Colliers, mais c'est toutes ces analyses que l'on fait dans les tendances mondiales, puisqu'on a quand même une présence dans 67 pays. On s'est rendu compte que, oui, Mars forcé pardon, vers le télétravail, c'est devenu la norme, et que la tendance de Flex Office demande à être encore révisée. On se rend compte aussi par ailleurs que dans l'optique d'un retour au bureau, la demande de la part des collaborateurs est très très forte en termes d'environnement de travail. Ils vont exiger des environnements de plus en plus ultra connectés. Donc finalement, la DSI, justement, pendant ces phases de confinement, a su répondre finalement à un besoin de communication et de connexion très accru. Hein, en révisant son architecture réseau, ses interconnexions, mais aussi favoriser cet environnement de travail en télétravail grâce au Digital Workplace, donc un environnement de travail numérique par ailleurs. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a déjà le résultat. J'ai juste une question. Intéressant d'imaginer que les outils pourraient finir par façonner la culture d'entreprise et non plus l'inverse. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Les outils restent des outils et ils ne sont exploités que s'il y a une culture et une organisation autour. Je crois. Euh, Je crois que ce sera le mot de la fin, puis on retravaillera sur le sondage tout à l'heure. Je vous remercie, merci Malika. Alors, Merci, je Florence. rappelle que on pourra on pourra lire une interview dans le prochain numéro d'IT for Business, qui est notre partenaire média ce soir, donc qui va paraître Au mois bientôt, d'avril. au mois d'avril. Merci beaucoup pour Merci. ton intervention et Thomas aussi. Merci beaucoup pour votre Merci. intervention à tous les deux. Nous allons donc changer de duo pour la suite de cette conférence. Merci. Merci. Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureuse d'accueillir Céline Rocher. Vous êtes associate partner chez Comfort Carou du groupe Magellan. Et Stéphane Boisson, DSI de Comexposium. Bonsoir. Alors, on va changer de cadre pour cette deuxième partie. On va avoir un retour d'expérience, d'une migration pendant la crise. Donc, c'est DSI de Comexposium, tu vas nous raconter ce qui s'est passé, quels étaient les besoins. Donc, on était sur une intégration d'une solution autour de Salesforce. Il y a eu des besoins.
Et en fait, ce qui s'avérait difficile à un moment donné quand la crise est arrivée, parce qu'en fait la migration était en cours, on se retrouve tous confinés le 16 mars, hein, c'était il y a juste 1 an Tout à fait. et finalement, ça s'est mieux passé. En fait, c'est quand même, alors Ne dévoilons pas tout. ne dévoilons pas Gardons un tout. petit peu de Gardons un suspense. peu de suspense. Je te Effectivement, le laisse, contexte était, somme toute, pas forcément, quelque chose de très, différent de ce qu'on peut connaître dans une DSI classique. On était sur un projet de migration d'une version, pour le coup, de Salesforce classique vers Lightning, avec des enjeux, qui étaient, multiples. La première, c'est que d'abord, la version classique de Salesforce, était en fin de cycle. Ensuite, on avait, besoin de faire une certaine, convergence avec d'autres Salesforce qu'on avait, au sein du groupe. Alors peut-être rappeler que comme Exposium est donc, le leader Oui, européen des événements et des salons, tout à fait. donc numéro 3 mondial, on a à peu près, 135 événements à travers le monde Oui. quand tout va bien, c'est-à-dire il y a quelques mois et dans quelques mois et donc avec, quand même, beaucoup d'événements différents et des besoins assez disparates Oui, aussi, quoi. des événements différents et des besoins différents et donc du coup, on avait, effectivement des CRM, qui sont, sur la base de Salesforce, mais sur des versions différentes. On avait des filiales qui étaient déjà sur Lightning et nous, le tronc commun était, tronc commun comme Exposium était encore en version classique et donc on avait besoin d'une certaine convergence et on avait aussi besoin, de cette, migration pour, f créer des nouveaux usages et notamment autour de solutions de live learning. C'est-à-dire qu'on voulait s'équiper d'une solution qui, venait s'embarquer dans Salesforce et celle-ci ne pouvait pas, s'équiper, avec, l'ancienne version classique. Il fallait qu'on migre pour ça et ensuite, une fois qu'on avait fait cette migration et on avait des enjeux de rapidité, de vélocité sur cette migration parce que, on avait besoin, de changer quelques usages et de transformer, en tout cas, si ce n'est de transformer, en tout cas de faire évoluer un certain nombre de process au sein de Salesforce et on attendait du CRM, on attendait donc de faire la migration avant de pouvoir faire ces évolutions. Alors pourquoi on attendait ça? C'était aussi parce que, en fait, dans la partie change management, il y avait il y a 2 composantes et on va le voir après dans les enjeux du projet. C'était qu'on avait besoin, d'avoir cette version pour pouvoir ensuite faire des petites évolutions très rapides, Mmh. constantes, parce que ça fait pour moi partie des enjeux en termes de change management. On ne peut pas faire du change uniquement sur la base d'un projet qui vient, de façon un peu, silotée, Oui, on est et dans l'agilité dont on a voilà, parlé tout à l'heure, c'est hein, ça, la rapidité, tout à fait. l'agilité, on a changé de dimension. Voilà. Et donc, on a lancé une première phase qui était, on va en parler tout à l'heure, une phase de préparation avec avec un partenaire historique, donc Comforce, avec qui on travaille sur Salesforce depuis plusieurs années, depuis sa mise en place, et qui nous a accompagnés sur ce projet de migration. Alors, Voilà. donc, vous avez choisi bon, vous aviez défini le cadre, vous Ouais. avez choisi le partenaire. Donc, comment ça s'est passé? Là, on était quoi? Fin 2019, hein, à peu près. Oui, tout à fait. Voilà, En fait, on était sur le dernier trimestre de 2019. voilà. Donc, bon, on ne savait pas ce qui allait se passer. Ah non. Non, pour Alors, l'instant, on est encore, on est dans la belle dynamique, La belle effectivement. dynamique. Donc, nous, notre préconisation au départ, ça a été de réaliser un audit pour pouvoir analyser un petit peu en amont les difficultés auxquelles on allait pouvoir être confronté dans ces migrations. Et donc, du coup, bon, cette phase nous a permis d'analyser un petit peu en détail, puisque l'importance de cette migration consistait d'une part, effectivement, à aller vite, dans un budget limité pour pouvoir garder du budget pour plus tard, pour faire des innovations. Et aussi, c'était l'occasion de pouvoir sortir de développements qui avaient été réalisés à l'époque en spécifique pour aller vers du standard et bénéficier des mises à jour et des nouvelles releases fréquentes de la solution. Donc cette phase a duré à peu près 3 mois, comprenant à la fois l'audit et l'élaboration du plan projet. Puis ensuite, on est rentré dans la phase de projet classique, où on a démarré tout d'abord par des ateliers qui ont permis à la fois de présenter aux futurs key users, donc les utilisateurs clés, les modifications entre la version classique et la version Lightning, et puis également de faire des ateliers de maquettage pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail et étudier
spécifiquement ce qui allait changer dans les écrans les plus importants. Il y avait d'ailleurs un focus particulier sur l'écran de gestion des opportunités, parce que c'est vraiment central dans le business de Comexposium de pouvoir gérer les opportunités et que ça corresponde au En process. fait, en complément, on avait besoin d'un totem en termes d'évolution quand même, parce qu'on avait soit on rentrait dans du standard, soit on faisait quelques adaptations pour aller sur cette migration. Et on avait besoin d'un petit totem aussi pour pouvoir faire adhérer au projet un certain nombre de personnes au niveau de la direction commerciale. Et donc, ça a été basé sur la partie opportunité, effectivement. D'accord. Donc tout ça se met en place au début de l'année, Donc les 3 premiers les mois 3 et premiers puis mois, ensuite, donc voilà, on a lancé le projet, on a fait ces fameux ateliers en physique. en physique, tout Voilà. à fait, en présentiel, de manière très classique. Ensuite, on est rentré dans une phase de paramétrage, développement, qui, là, du coup, n'était pas nécessairement en présentiel. On avait des points réguliers hebdomadaires pour suivre l'avancement de manière très classique. Bon, le projet avançait bien. Tout à fait. Et puis, Et puis, Et là, à ce moment-là, 16 on mars, est voilà. quasiment prêt à lancer la partie UAT, User Acceptance. Donc Un petit- formation, Un petit peu avant, je tiens à atelier. préciser un petit peu avant, on avait un plan à 3 mois de préparation, 3 mois d'exécution. Et donc, ça nous est arrivé fin mars, on était tout début mars. On commençait déjà à sentir frémir l'histoire du Covid. Mais à ce moment-là, on décide de changer un petit peu nos plans de déploiement en passant en 2 étapes. Une première étape pour des key users qui allaient donc porter un peu le message de la nouvelle version, et ensuite le plus gros des troupes sur une deuxième partie. Donc on s'était retrouvé finalement avec un mois de plus en termes de déploiement. Donc on prend cette décision-là, et à ce moment-là, patatras, on arrive, on est le 17 mars, et on est confiné. Donc là, forcément, on va avoir un stop à peu près sur tous les projets, parce qu'on va d'abord, pendant les 10 jours qui suivent, et un petit peu avant d'ailleurs, parce qu'on avait un petit peu préparé le coup, faire un peu comme toutes les DSI de France et du monde, c'est de se préparer à mettre tout notre staff Tout le monde en en télétravail. télétravail. Et tout le monde chez Comexposium, Exactement. et Ready for It fait partie de Comexposium, n'avait pas forcément un ordinateur portable, voire un téléphone portable. Donc Tout à il a fait. fallu, Donc il a en fallu, catastrophe, il a équiper tout le fallu monde. effectivement passer quelques jours d'abord là-dessus avant de refaire un peu les bilans et un statut des projets. Donc ça nous a pris quelques jours, grosso modo 10 jours avant qu'on réenclenche la partie migration de Salesforce, en tout cas qu'on essaie de faire un statut du projet. En parallèle, on perd notre chef de projet. Donc à ce moment-là, on se pose la question, mais comment allons-nous faire pour accompagner en fait les key users pour ensuite faire la finalisation de la recette et ensuite passer en production. Et là va se poser la question toute simple, c'est est-ce qu'on arrête et on attend, ou est-ce qu'on y va, et en fait, on va commencer à faire le bilan tout à l'heure, Malika l'a dit, en fait, le télétravail nous casse un peu les barrières dynamique, hein. physiques, Oui. nous casse un peu les barrières physiques et finalement de temps. Et c'est surtout la barrière physique qu'on a vu se casser parce que, en fait, on avait pris un mois de retard par rapport au projet du fait du déploiement qu'on avait fait en 2 phases, parce qu'on avait besoin d'organiser sur 3 sites différents les key users, les faire venir, avoir des salles Oui, parce que pour savoir les aussi former. que Comexposium, ce sont plusieurs sites à travers Tout la à fait. France. Donc des gens qu'on fait venir d'Aubagne ou qu'on fait venir un peu partout. Voilà. Et il faut les faire venir au siège dans les formations. en Tout à général. fait. Et donc, en fait, on se retrouve dans la situation où on s'aperçoit, avec un petit peu de neurodiversité, comme on dit, des uns et des autres, que ça va peut-être être plus simple de le faire en mode télétravail et confiné que d'essayer de trouver des salles, d'organiser physiquement la logistique des différentes étapes qui nous restaient à faire. Donc, on s'est retrouvé finalement dans une étape du projet où on pouvait accélérer les choses. Et c'est là où ça devient un peu intéressant parce que c'est peut-être pas le cas de tous les projets, mais sur celui-ci, on s'est retrouvé avec une accélération et un gain de temps. Mais vous vous êtes dit la même chose le 17 mars au matin, quand on s'est tous retrouvés confinés à la maison, par rapport à... Alors, vous aviez peut-être le projet Comexposium, peut-être d'autres projets. Vous vous êtes dit, wow, ça va aller, on va se... on-
On va tirer profit de cette situation. Non, il y a eu quand même une phase je pense, Bah, de réflexion aussi. De la même manière, il a fallu qu'on s'organise, qu'on s'occupe de nos consultants qui étaient chez les clients physiquement pour beaucoup d'entre eux. Donc, à peu près dans le même temps, on a organisé tout ça et on s'est assuré que tout le monde pouvait poursuivre sa mission dans de bonnes conditions. On a mis en place aussi des éléments qui nous permettaient de suivre l'activité de toutes ces personnes-là. Et puis, sur les projets, on s'est assuré qu'effectivement, on pouvait continuer. Et là, c'est posé la question, puisqu'on arrivait à une phase un petit peu critique, qui était à la formation des utilisateurs, qu'on faisait en tout cas quasiment uniquement en présentiel. Et là, comment est-ce qu'on va organiser cette phase-là en distanciel? Comment est-ce qu'on anime une formation en distanciel? Eh bien, du coup, on a sauté dans l'inconnu, on n'avait pas eu le choix. On a pris. Alors, il y a un sondage qui est parti parce qu'on va voir si le public a eu comment ça s'est passé pour leur projet. Donc, est-ce que le confinement a été un coup de frein, un accélérateur, un ralentisseur pour vos delivery projets, enfin pour ceux qui étaient en cours? Donc, on lance le sondage, on va voir si nos auditeurs se sont retrouvés confrontés dans la même situation que comme Exposium. Tu disais, on a été surpris finalement, ce mois de retard qu'on avait pris, on l'a vite rattrapé, on s'est organisé. On n'a pas, quand on a 15 personnes à former, on n'a pas à trouver une salle de 15 personnes. Bon, maintenant, on serait heureux de se retrouver à 15 personnes, mais on n'a pas, avant, il fallait trouver une grande salle pour avoir une formation de 15 personnes, avoir tout le monde au même moment sur place, à la même heure, je sais pas, un lundi matin à 10 h, de 10 h à 19 h pour la formation. Là, ça a été plus simple. Les gens, en plus, ils découvraient un petit peu le télétravail, donc c'était peut-être un peu, enfin, je sais pas si c'était plus facile ou pas que maintenant. Finalement, tout ça, ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait aussi parce que dans cette phase-là, à ce moment-là, donc on vit tous le confinement et finalement on remet au goût du jour un adage en termes de gestion de projet qui est pour pouvoir faire adhérer et adopter un certain nombre de choses dans un projet, il faut créer l'urgence. Là, en l'occurrence, finalement, tout le monde se sentait concerné, tout le monde était dans l'urgence et ça a mobilisé tout le monde. Et ça, sur ce projet-là et sur d'autres, ça a été un vrai accélérateur du coup. Mmh. Parce que c'est pas toujours évident de faire sentir cette urgence et du coup de mobiliser l'ensemble des équipes, que ce soit l'équipe cœur ou que ce soit l'équipe étendue avec les utilisateurs clés. Là, pour le coup, on s'est retrouvé dans une situation où on avait une certaine urgence, mais qui était globale, c'est-à-dire que ce n'était pas uniquement lié au projet, et qui fait que tout le monde était focalisé. Et ça a été un grand plus. Ensuite, oui, ça a été plus facile, mais en même temps, il faut bien voir que d'habitude, on fait des formations de ce type-là pour pouvoir ensuite les démultiplier avec l'ensemble de la population en présentiel pour manipuler. Et donc, c'est poser cette question-là aussi. C'est-à-dire qu'on fait une formation à distance avec 15 personnes pour pouvoir ensuite accompagner les différentes forces de vente. Comment on fait pour manipuler? Mmh. Grosso modo, là aussi, on s'est débrouillé. Chacun a pu manipuler de son côté. Il y avait des interactions vis-à-vis de... Parce qu'on avait déployé à ce moment-là, au moins pour l'équipe, en mode pilote, toute la partie Teams, qui depuis était déployée sur tout le groupe. Et donc, on a réussi à faire ces échanges en termes de manipulation avec l'aide de Comforce. Et ça a été aussi un plus, parce qu'au départ, c'est encore une question qu'on se pose. Est-ce qu'on fait juste une plénière où on montre des écrans, ou est-ce que on peut aller un peu plus loin? Et l'autre aspect aussi qui a été un accélérateur, c'est, en fait, on avait prévu donc que ces key users puissent ensuite accompagner les équipes force de vente dans les différents plateaux des différents événements qu'on a au siège. Et là, pareil, la première question qu'on a eue, c'est mais comment on va faire pour les accompagner du coup, puisqu'on ne peut pas être sur place? Et là, pareil, en fait, le fait d'être digitalisé en termes de gestion avec Teams, on s'est retrouvé avec des formats face à face ou des accompagnements qui étaient plus faciles parce que du tac au tac, on pouvait les faire, alors que finalement, précédemment, en physique, c'était plus difficile d'avoir l'opportunité d'être disponible. Alors, on a le résultat du sondage. Donc, on a quel impact donc, du confinement sur vos projets en cours. Donc, un gros stop pour 10%, 50% un coup de frein, c'est sûr, et pour 40% finalement un accélérateur. D'accord. Donc, on est sur ces 40%.
si on tire qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce qui s'est passé, de votre expérience? D'abord là, ce que vous en avez tiré, juste après, donc un bilan plutôt positif, mais surtout sur la suite. Vous, dans votre, justement, dans votre, dans vos conseils auprès de vos clients et toi, par rapport aux autres projets qui sont en cours ou qui vont être mis en place? Peut-être, Alors déjà pour tirer le bilan, du projet là, dont on parle, finalement ça a été, une réussite et voire même une accélération en termes de planning, parce qu'on a eu la chance que cette crise sanitaire arrive à ce moment-là du projet et que nous avons déjà eu l'occasion de voir les key users en présentiel lors des ateliers du démarrage et d'avoir vraiment noué une relation, ce qui fait que du coup lors des formations, le fait qu'on soit à distance a joué beaucoup moins de rôle et a permis vraiment pour l'animateur des formations qui me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, de pouvoir personnaliser son discours vers les personnes auxquelles il s'adressait parce qu'il les connaissait déjà. Et puis, pour revenir aussi sur le résultat du sondage, je ne suis pas très surprise parce que nous aussi, on a pu faire des analyses aussi, parce que chez Magellan et chez Comforts Carreau, on avait beaucoup de projets en cours, évidemment, pendant cette période-là. Et finalement, on a été favorablement surpris sur le fait qu'il y a eu très peu de projets totalement arrêtés. Quelques projets retardés ou un petit peu allongés. Et puis aussi, et presque même plus que la proportion des 40% de projets qui finalement ont continué leur cours sans quasiment aucun impact. D'accord. Ça, c'était la bonne surprise. Donc, Stéphane, pour toi, par rapport aux projets en cours, les projets à venir, bon, tu dis aussi, attention, hein, il ne faut pas dire que cette crise a été bénéfique pour tout. Là, c'est un exemple, c'est un projet précis, mais quels enseignements pour les projets à venir? Oui, tout à fait. Sur les projets qu'on a eu ensuite aussi, hein, parce que là, on prend un projet sur lequel on a eu une accélération, mais je suis assez d'accord avec le sondage. Grosso modo, si je regarde le portfolio complet qu'on avait de projets sur 2020, eh ben oui, il y en a une proportion qui ont été stoppées, il y en a d'autres qui ont été accélérés et un certain nombre qui ont été freinés. L'enseignement que j'en tire, c'est que en fonction des phases des projets et des types de projets, c'est sûr que c'est un énorme accélérateur, le fait qu'on puisse être entièrement digitalisé sur certains aspects. Maintenant, et là pour appuyer mon propos, je vais citer Michel Serres qui, en fait, à l'époque, à un moment donné, quand il a eu des réflexions sur le digital et le numérique, disait qu'on était passé un peu sur un espace-temps euclidien, c'est-à-dire qu'on a cassé un peu les barrières de l'espace et du temps. On se rend bien compte que sur un certain nombre d'aspects de notre quotidien aujourd'hui, le rapport avec l'espace et le temps est différent. Bah, ramener ça à un projet, vous allez vous rendre compte que physiquement, oui, on a cassé quelques barrières, mais au niveau du temps, bah, oui, ça casse pas tant de barrières que ça, parce qu'on a quand même besoin de temps pour délivrer un projet, pour faire du co-design, pour ensuite l'exécuter et accompagner nos utilisateurs. Donc, pour certains aspects, le digital sur la gestion de projet va être un grand plus. Et pour d'autres, bah, à l'instar de ce qu'on a pu voir, même y compris sur le projet de Salesforce dans la migration, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se voir, parce qu'on a besoin de créer une confiance. Et après, derrière, c'est plus facile de dérouler en mode télétravail ou en mode connecté. Et ça, c'est un gros enjeu. Et ça va être un très, très gros enjeu, parce que précédemment, on parlait du télétravail qui va se massifier. On va être tous concernés. Ceci étant, je pense que ça serait intéressant d'avoir un sondage en termes de collaborateurs, de ceux qui voudraient retourner au bureau, de ceux qui voudraient ne pas y retourner, en tout cas dans des conditions un peu différentes. Les études sont un peu contradictoires. Ouais. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été publiées, oui. Des collaborateurs qui ne veulent pas du tout retourner, d'autres qui veulent retourner à moitié. Oui, je pense qu'il faut prendre un petit peu d'élan sur ce sujet-là, mais ceci étant, on voit bien que l'impact, c'est qu'aujourd'hui, on va gérer des projets en mode hybride, de la même façon qu'aujourd'hui, on va gérer des événements. En tout cas, c'est un des accélérateurs qu'on constate, nous, chez Comexposium, dans le groupe. On va gérer des événements qui sont omnicanal, et notamment avec des événements hybrides à la fois physiques et digitaux. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Exactement. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage, pour ce retour d'expérience. Merci à tous de nous avoir suivis pour
pour ces échanges avec nos différents intervenants. Je voudrais également remercier encore IT for Business qui nous a accueillis ce soir et je vous donne rendez-vous fin juin pour Ready for It. Merci.